Au Mali, le CNDP planche sur un nouveau projet de la charte de la transition, mais bien avant, on va continuer notre périple en Côte d'Ivoire. Oui, Jérôme Sossou, vous êtes en train Oui, de mais développer quelque chose. je disais que, en réalité, si Guillaume Soro ne participait à ce dialogue-là, moi je crois que rien n'est encore joué. Et si on écarte Blé Goudé, c'est encore plus grave. Parce que vous vous rappelez que Ouattara avait comme, je dirais, dans le temps dauphin et qui menait toutes les actions sur le terrain, c'est Soro. Guillaume Soro. Et à ce moment, forcément, comme ils sont des politiciens, Ouattara aurait quand même fait des promesses à Guillaume Soro. Et aujourd'hui, si et le fait est que Ouattara cherche toujours à écarter Guillaume Soro, pour moi, c'est que euh, euh, Ouattara sait que lorsque Guillaume Soro serait à revenir en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il va lui damer les pions. Et en ce moment-là, la politique de Ouattara ne serait plus telle qu'elle était. Et lorsque Guillaume Soro va revenir en Côte d'Ivoire, vous savez que ce sont des jeunes, lui comme Blé Goudé sont des jeunes, ils sont des gens qui savent mobiliser beaucoup. Tout le rôle que Guillaume Soro avait joué en Côte d'Ivoire, très proche dans le temps de Ouattara, je crois que c'est cela qui fait peur, à mon avis, hein, cela qui fait peur à Ouattara, qui voudrait à tout prix le mettre à l'écart pour avoir le cœur né. Peut-être que c'est ça, mais de toute façon, moi j'aurais souhaité, si on veut aller à une véritable réconciliation, qu'on associe tout le monde. Et quand on veut parler de la politique, de la révision des listes électorales, de tout ce qu'on avait cité dans le thème là-bas, je crois qu'il revenait à tous les Ivoiriens de participer, de regarder dans la marmite pour éviter à jamais tous ces soubresauts que le pays a connus. Coach Esso Aklesso, avec vous, on va terminer sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je vais rancher ce que ce soit dit. Je me rappelle que c'est Ouattara qui a appelé les Nations Unies à attaquer la Côte d'Ivoire. Ouattara même a dit qu'on a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire pour faire partie Gbagbo. Donc, si lui l'a déclaré... Ouvertement. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait les miliciens de Guillaume Soro Consort, là, Ouattara dit qu'on a qu'à marcher sur la présidence. Il a dit qu'il demande l'aide des Nations Unies d'attaquer. Il a dit ouvertement. En Donc, 2010, vous l'avez dit. En 2010, c'est Ouattara qui a demandé à ce qu'on attaque la Côte d'Ivoire pour que Gbagbo soit, qu'on enlève Gbagbo là-bas. Donc, c'est pourquoi, même entre-temps, j'avais fait un débat où moi je disais que s'il y a un crime, c'est celui qui a dit attaquer mon pays, c'est à lui on doit demander les représentation de Gbagbo. C'est pour dire que si lui, il a fait ça, et qu'il y a eu des tractations jusqu'à ce que lui ne soit président, moi, je ne veux pas dire que c'est les discours politiciens ou comment. Ça veut dire que quelqu'un aussi peut le lui dire. Il ne faut pas qu'il soit dérangé. Et en plus, Ouattara est qui il est parce que Guillaume Soro avait fait le travail qu'il doit faire. Si Ouattara était frère, il n'avait même pas ce poids. Parce que Guillaume Soro allait sur le front, faisait tout que lui est là. Ne serait-ce que pour une honnêteté politique, et il devait lui pardonner. Si quelqu'un ne doit pas voir Guillaume Soro d'un œil aujourd'hui, ça doit être Gbagbo. Mais Gbagbo a fait presque table rase. Mais lui, surtout avec la personne à travailler, toi qui as reconforté sa position, et je suis même que si Guillaume Soro n'était pas là, Ouattara n'allait même pas faire 6 mois. Hein. Mais jusqu'à ce que Ouattara a pris goût de la chose et il a eu l'engouement, tout ce qu'il voulait, et puis il fait ça. Leurs problèmes ont commencé 3 ans après sa venue. Donc je me dis que dans réconciliation, il y a conciliation. Donc il faut concilier le peuple d'abord avant de réconcilier. Donc en conciliant tout le monde, ça veut dire que chacun se dit, je te parle, et ça doit aller comme ça. Comment il peut parler de réconcilier tout ça? Il faut qu'il oublie les visées politiques uniquement. Parce que Guillaume Soro aussi a des militants. S'il dit, il appelle les cadres normalement, je pense que c'est ceux qui ont au moins des militants qu'on doit appeler. Et Guillaume Soro en a. Il y a des gens qui sont du camp de Guillaume Soro. Ceux-là, ils seront toujours des troupes faites si on ne les associe pas. Et c'est le lieu de décider pour dire qu'on a eu consensus avant de faire ceci et cela. Sinon, moi, je me dis, bon, Guillaume Soro, comment on appelle, Blé Goudé, ce n'est pas aussi trop poignant, mais Guillaume Soro,
il pesait. Je suppose qu'il y a le patron de, comment on appelle, Blé Goudé, qui est Gbagbo pour le moment, donc c'est toujours son de fin. Mais il faudrait que si Blé Goudé a aussi quelque chose à apporter, qu'on l'associe. Réconciliation, c'est tout le monde. Firmin ne veut pas attendre réconciliation, mais dans réconciliation, il y a dialogue, réparation et qu'on soit là. Donc c'est à cela. Donc vous discutez pas pour rien, mais pour construire le pays. Mais s'il ne veut pas faire ça, s'il n'associe même Gbagbo et Simon dont on parle, à moins que Ouattara ait un contrat ou un accord avec Gbagbo, qui ne veut pas, comment dire, trahir en évitant comment dire, Simon. Sinon, normalement, chaque acteur politique qui est là, qui est sur le terrain, doit apporter sa pierre à l'édifice. On ne devait pas faire les choses d'une manière exclusive. On le fait et tenez-nous bien, si Ouattara n'arrive pas à réconcilier tout le monde avant peut-être, je ne sais pas, hein, son projet d'un nouveau mandat, ben, ça va créer de véritables soucis pour le pays. Je pense que c'est pour ça que Ouattara se bat. Oui, mais s'il devait se battre pour un éventuel mandat à venir, il va falloir qu'il associe tout le monde. S'il n'associe pas, s'il met à l'écart Blé Goudé, s'il met à l'écart Simon Gbagbo, s'il met à l'écart Guillaume Soro, et vous vous rappelez que son troisième mandat a été a été problématique. Et s'il n'associait pas tous ces gens-là à la réconciliation, à la discussion profonde, je crois qu'il va encore remettre le pays dans le sang et dans le feu. Oui, Firmin Tekou-Agbo. En les entendre, tout doit venir du président Ouattara. Oui, en réalité, sauf que le président n'est pas dans leur dynamique. Le président est dans une dynamique politicienne, au fait, et de règlement de compte. C'est-à-dire, le président veut s'assurer, c'est que pour construire l'avenir de la Côte d'Ivoire, un avenir sans vengeance, et il se dit qu'il n'a pas besoin pour le moment de Guillaume Soro. Eh bien, il se trompe. Oui, peut-être il se trompe. Il se dit, vous voyez, le problème de Guillaume Soro et de Ouattara, c'est que Guillaume Soro, il a été tellement naïf et il s'est fait manipuler par Ouattara. Dans le temps, hein. Oui, dans le temps. Maintenant, il a grandi politiquement. Il a grandi politiquement. Donc depuis 2010, quand on le nommait Premier ministre, quand Ouattara le prenait et tout ça, quand il changeait de veste par rapport à Gbagbo, il devenait proche de Ouattara, encore plus proche de Ouattara. Il était aux affaires avec Ouattara. Donc je pense que Ouattara lui aurait promis un certain nombre de choses en disant, bon, après moi, c'est toi, c'est-à-dire après 10 ans, c'est toi. Donc il se voyait déjà président et moi je dis, il se laissait manipuler. Et au finish, à l'approche des 10 années, il voit que, mais en réalité, toutes les promesses qui lui ont été faites, aucune de ces promesses n'allait être réalisée. Et c'est là qu'il commence par se fâcher. Et là, le patron lui dit, mais soit tu rentres dans le RHDP, et on marche ensemble. Guillaume Soro se voit. Il serait sous contrôle alors. Voilà. Guillaume Soro se voit déjà grand et il dit, mais je ne peux plus dépendre de mon patron. Et je me fais ma nouvelle route. Et il part. L'autre chose, c'est qu'on peut être à l'extérieur et peut-être commander ici, et commander depuis l'extérieur. Ce Guillaume Soro avec des éléments, surtout dans l'armée ivoirienne. Voilà, c'est ce que je voulais mais ça ne marche pas tellement bien si on est présent. Je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'en réalité, Ouattara sait que Guillaume Soro est un peu fou dans sa tête sur le plan militaire. Guillaume Soro, c'est un homme armé et il a des éléments en Côte d'Ivoire qu'il peut facilement manipuler, même si l'institution n'est pas aboutie, mais ça va déstabiliser un peu le pays. C'est pour ça que Ouattara aurait pris au sérieux tous les propos prononcés par Guillaume Soro. L'appel à l'insoumission, à l'insurrection, surtout de l'armée, vous voulez dire? Oui, de l'armée. Et vous allez voir aujourd'hui que depuis que ces histoires de coups d'État ont commencé, tout dernièrement, l'armée ivoirienne a encore fait allégeance à Alassane Ouattara pour lui dire, on est avec toi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ça peut être un trompe-l'œil. Hein? Ça peut être un trompe-l'œil. C'est pour dire que, non, c'est un message au fait politique qu'on envoie à Guillaume Soro pour lui dire, lui qui se dit avoir des éléments, des amis dans l'armée, cette armée-là aujourd'hui est au bord de... On connaît aussi ces manipulations. On connaît aussi ces manipulations. Donc, c'est pour vous dire, vous avez bien trouvé. C'est pour vous dire, pour y aller dans votre sens que Ouattara, en fait, vous êtes dans la morale, mais Ouattara, lui, il est dans la politique, au fait. Donc, Ouattara fait de la politique. C'est pour cela qu'il est dans la ça. démagogie politique. Vous n'avez pas peut-être répondu à ma question. Oui, Ouattara peut-être dans la politique, mais pour pouvoir aller aussi à ce dialogue, il va falloir que Guillaume Soro aussi change de discours. Oui, exactement. Si Guillaume Soro se comporte comme un enfant sage, peut-être on va l'associer. Mais Ouattara le connaît. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui est, comment dire,
qui est radical en esprit et qui est aussi rancunier. Il ne pardonne pas vite. C'est ça, au fait. Bon, peut-être, Ouattara, il peut changer de discours, mais ça ne convaincra pas Ouattara. Mais pourtant, Charles Blé Goudé s'est toujours montré sage depuis Très sage. Il sa a beaucoup libération. changé. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé et il a appelé Ouattara il s'est montré disponible pour que Ouattara puisse l'utiliser. Non, mais du jour au lendemain. non, il suit seulement le pas de ce Non, ça ne patron veut pas Gbagbo. que si. La prison les a assagis. Ah oui. Il faut comprendre ça aussi. Non, non. Guillaume Soro, lui, n'est pas en prison. Donc il ne sera jamais. Mais il faut qu'on envoie en prison pour- Non, ce que je suis en train de dire. Les Gbagbo consorts ont tenu un discours leur permettant de sortir, c'est tout. Parce que c'était le béaba. Donc ils ont tenu un discours pour qu'on sache qui. Non, le discours Blé Goudé n'a pas permis à ces personnalités de sortir, mais peut-être le discours pour rentrer au pays. Non, je parlais même de le discours depuis comment ils appellent ça, les interviews qu'on faisait avec Gbagbo. Gbagbo prenait la paix depuis, tout juste après l'élection, Gbagbo prenait la paix. Donc ça voudrait dire que toi aussi tu peux tu peux être quelqu'un de mauvais, mais quand ça va dans ton avantage, c'est pourquoi Ouattara a accéléré les choses. Sinon, Gbagbo, si Gbagbo n'était jamais allé en prison là, et Blé Goudé n'y était jamais allé, je ne suis pas sûr qu'ils allaient tenir ce discours. Parce que même si les deux ont tenu ce discours, pourquoi malgré ça, Guillaume Soro, comment dire, Blé Goudé a le même problème que Guillaume Soro par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce n'est pas ce que Ouattara même cherchait encore. Mais moi, je suis convaincu que la prison a joué un rôle dans la politique, dans le discours policé de Gbagbo et de Blé Goudé. Je ne vais pas le contredire, mais je me dis que Ouattara et comment appelle-t-on, Blé Goudé, Gbagbo ont compris la vie d'une autre manière. Ils ont compris, où ils prennent la vie de notre côté. C'est ce qui manque à Soro Bio. Oui, peut-être oui. Ou alors, moi je trouve que Gbagbo et puis Blé Goudé ont fait un pas en arrière. Ils ont vu tout ce qui était arrivé à leurs concitoyens, c'est-à-dire dans les deux camps. Dans les deux cas. Et après la présidentielle de 2011, je crois, qui avait fait tuer plus de 3000 personnes. Vous voyez, tout cela, je crois que Gbagbo et Blé Goudé ont fait un pas en arrière. Ils ont dit, mais ça là, on a perdu la vie de nos concitoyens pour rien, pour nos intérêts personnels. Vous avez vu, lorsque Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, tous les pas qu'il avait menés, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il avait fait, mais il s'est même converti en, je ne sais pas si... C'est juste une opération de communication pour lui. Puisque juste après, il a fait des déboires. Il est retourné complètement à l'église, il est devenu... À mon avis, moi je crois qu'il a vu. Oui, mais je suis d'accord, mais de toute façon, si Gbagbo allait encore faire autre chose Au même moment, il a failli sur plusieurs plans aussi. C'est ce que je dis. Oui, mais je n'en disconviens pas, mais je dis que Gbagbo et Blé Goudé ont compris la vie d'une autre manière. Ils ont fait un pas en arrière pour voir tous les dégâts que l'intérêt personnel a causé aux citoyens ivoiriens. Et donc, pour moi, franchement, il faudrait que Ouattara, pour rester dans la même peau que Gbagbo et Blé Goudé, qu'il appelle tous les Ivoiriens qui font de la politique, qui discutent sérieusement par rapport à tous les thèmes que tu viens d'annoncer. Et je crois que ça va quand même décrypter l'atmosphère politique et ça va apaiser les cœurs. Et je crois que la Côte d'Ivoire serait beaucoup plus tranquille que ce que nous voyons actuellement. Au Mali, le délai de la transition continue de faire débat après la proposition de 5 ans qui a valu l'embargo au Mali. Le débat continue. Dans son article 22, la première charte fixait le délai de la transition à 18 mois. La nouvelle charte propose de se conformer aux recommandations des assises nationales sans aucune autre clarté. Elle préconise en son article 22 nouveau la durée de la transition fixée conformément aux recommandations de la transition. Alors, coach et à Clesson, c'est presque le flou. Non, il n'y a pas de flou. C'est qu'il a seulement parlé sans rien dire. C'est sur ces 5 ans, il revient toujours. En réalité, c'est ça. Oh, la CEDEAO dit que ça ne passe pas. Ouais, moi, ça me fait rire quand ils veulent encore discuter. C'est-à-dire, vous dites que la personne, l'interlocuteur en face n'est pas bon, n'est pas bonne. Bon, rompez la relation. C'est que, on a dit aux gens ici que ça ne se fait pas comme ça en diplomatie. Les gens nous ont hué, ont crié, patati patata. Maintenant,
eux là, ils sont en train de dire, la jeune est en train de dire qu'ils ont besoin de négocier avec la CEDEAO. En fait, c'est ce que ça vous a dit. Maintenant, pour ne pas perdre la face, il voudrait que la CEDEAO fasse une proposition sur ça. C'est pourquoi il dit ça. Sinon, j'ai dit que sans me donner 1000 francs, je ne te donne pas ceci. Mais on s'est séparé de ça. Tu reviens pour me dire que, comme la population dit que c'est 1000 francs, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, puisque en réalité, il y a une crise sanitaire, une crise plutôt, puisqu'il y a la rougeole consola, il y a une crise économique alimentaire qui vont s'en suivre. Et la population ne peut pas subir ça. Donc, ils sont en train de tendre la main. Puisque la dernière fois, vous voyez, l'ambassadeur allait promener dans les pays pour vous commander. Mais on a dit aux gens qu'un pays ne vit pas en autarcie. Mais les gens n'ont pas compris. Ce n'était pas une histoire France Côte d'Ivoire, France-Mali, mais c'est un problème, c'est un problème de parole donnée que Assimi Goïta n'avait pas respecté et qu'on disait, on nous a eu ici. D'une manière ou d'une autre, nous savons très bien que si le Mali ne revient pas à la CEDEAO pour négocier un bon accord, soit c'est la population, les opposants sont levés en train, on a dit encore que c'est, on a dit que c'est comment dire, la France qui est, les aurait financés. Vous voyez, et quand ça n'arrange pas les gens, nous on leur avait dit, c'est comme ça, il faudrait plutôt que nos frères maliens, surtout les politiciens maliens, comprennent que ce que nous sommes en train de dire par rapport à Ouattara, si Goïta veut vraiment faire les choses, d'abord, il n'a pas consulté tout. Il y a certaines parties de l'opposant qui sont enfermées, qui les libèrent et qui disent que ce sont les gens qui ont l'art de la politique pour qu'ils disent pour une meilleure constitution. On a également attaqué le nord du Mali dernièrement aussi. Ça veut dire que même là, rien ne se fait de leur côté. Tout de suite, ils sont contents quand il suffit d'accuser la France. Tout le monde est d'accord que la politique française en Afrique n'est pas bonne. Mais là, c'est un problème de durée. Et eux aussi disent que la sécurité d'abord, il leur faut 5 ans côtiers soit je dis, je me suis rappelé que souvent c'est 5 ans que les militaires sont gradés. Donc si j'ai bonne mémoire, si Assimi Goïta est colonel, ça veut dire qu'il a fait 20 ans, 25 ans dans l'armée. Il est là depuis les crises là. Depuis. Ils sont là, quand la France n'est pas encore venue, et les djihadis d'Azawad sont venus même aux portes de Bamako. Et Kati est là-bas, ils n'ont rien fait. Et c'est là où ils ont demandé aux Nations Unies, qui a mandaté la CEDEAO, qui sont venus. Donc, ils étaient là, il y avait l'insécurité, ils ne foutaient rien. Et ce n'est pas maintenant, pour faire insécurité, pour régler l'insécurité, c'est pourquoi on est ensemble, ici à CEDEAO. Le Togo a tous ses soldats là-bas. L'Allemagne, tout. Les gens qui ont même perdu la vie. Et donc, il ne faut pas qu'on balaye de revers de la main et qu'ils ont fait quoi. Mais moi, je dis que, comment on peut dire que les autres nous imposent leur manière de faire, qu'on veut être démocrate, faire nos choses. Au même moment, on est derrière les pays qui n'ont pas d'opposants, les pays dictateurs. Vous voulez parler de la Turquie, vous voulez parler de la Russie, de la Chine. Ce sont les pays qui n'ont pas d'opposants. Tu fais qu'on t'enferme là-bas. Donc, vous voyez que quand on dit république, c'est le respect des institutions. Les institutions que vous avez là, vous voyez, il faut voir que pourquoi chaque coup d'État, il dit qu'on suspend la Constitution. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'institutions. Mais eux-mêmes, ils oublient qu'ils sont institutions. Quand vous vous hissez à la tête du pays, normalement, chaque citoyen doit faire la désobéissance civique parce que vous avez dit que la Constitution n'existe plus. Mais tout ça, on le mélange. Et quand on veut en parler, les gens nous traitent de ce qu'ils veulent. Moi, je dis que jusqu'à présent, le Mali se mêle les pédales. Et ils n'ont qu'à revenir à un bon accord. Si ces deux ils veulent, je sais qu'au moins la CEDEAO peut accepter ça. Donc qu'ils reviennent sur de meilleurs sentiments. Alors, Firmin Tekou Agbo, que pensez-vous de ce nouveau projet de la charte de la transition au Mali? Non, je pense que Assimi Goïta et ses amis se mélangent. Ils se mélangent, c'est-à-dire ils sont pris au piège. Ils font dos au mur. Ils ne savent plus à quel ça se vouer. Dans quelques jours, je ne parlerai plus de moi. Il y a quelques jours, ils vont manquer de liquidité. Actuellement, il y a l'inflation dans le pays. Il y a les prix qui grimpent. On sait qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, dans le monde entier, il y a la vie qui est chère. À leur niveau, puisque certaines frontières sont fermées, même si ce n'est pas hermétiquement, il y a des frontières qui sont fermées. Donc, les allées-venues des produits, le transport des marchandises, ça a pris un coup. Donc, il y a des produits qui traînent avant d'arriver au pays.
Donc, du moment où les frontières ne fonctionnent pas normalement, ça agit sur les prix de certains produits. Oui. Donc, il y a des produits qui flambent, il y a déjà l'inflation. L'autre chose, il y a aussi la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre. Donc, les gens cherchent du boulot, les gens qui ont perdu leur emploi. Parce que quand les frontières sont fermées, les gens vivent au quotidien. Quand les produits arrivent, passent par les frontières, viennent. Donc, les gens se tapent leur petit boulot et leur petit pain tous les jours. Mais avec la fermeture, avec la nouvelle situation, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Surtout un pays tourné vers le commerce. Un pays tourné vers le commerce. Il y a les petits boulots qui ont disparu. Donc, le chômage qui grimpe, l'inflation qui est galopante, les liquidités qui vont manquer dans les jours à venir. Donc, Assimi Goïta ne peut plus tenir pendant 3 mois. Ça va le difficile. Il ne peut pas. Il sait que s'il ne s'ouvre pas au dialogue, aux discussions, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Le problème, quand il a soulevé, mais ce n'est pas une question de la France, en fait. C'est qu'il se mélange les pédales. Peut-être il a des trucs à régler, mais ce n'est pas un problème de la France. Donc, OK, on occulte la France dans les discussions. On occulte laissons la France de côté. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Et la CEDEAO maintient. Vous imaginez le problème, c'est qu'il pense que derrière les sanctions de la CEDEAO, il y a la France. Et c'est son erreur qui commet. Or, la CEDEAO a montré à suffisance qu'elle n'est pas prête à fléchir, qui revient à Assimi Goïta. Puisque la CEDEAO, bien sûr, elle perd. Mais elle ne perd pas. Celui-là qui perd dans les médias, c'est le Mali. Et s'il ne fait pas attention, s'il ne prend pas toutes les mesures pour poser de bonnes actions, la population va se soulever. La population va se soulever, il y aura un soulèvement populaire auquel il pourrait faire face. Donc, Assimi Goïta, la meilleure des choses qu'il puisse proposer, c'est qu'il aille voir la CEDEAO, qu'ils disent, bon, donne-nous encore 1 an, et puis on fait. Il croit que le problème de l'insécurité va le régler en 5 ans. Non. Pourquoi on fait les élections, on change à la tête des pays. Au même moment, les élections n'ont rien apporté. Firmin Tekou, et ce n'est pas les sans-élections qui vont apporter quelque chose. Vous imaginez, il veut assurer la sécurité avant d'aller aux élections. Les élections n'ont jamais apporté, bien sûr. Les élections n'ont rien apporté. Donc c'est le désordre qui va apporter. Avec les élections, il y a une certaine stabilisation de la vie politique, sociale. Maintenant, sans élection, où on suspend la constitution, l'armée dirige. C'est-à-dire, on vit dans une dictature, donc il y a quelque chose, c'est sûr que quelque chose va changer. Pourquoi on vient? Pourquoi on a les institutions? C'est pour régulariser la situation et pour régler petitement et quotidiennement les problèmes. C'est-à-dire, le problème de l'insécurité dont il parle, ça ne va pas être réglé en 5 ans ou en 2 ans. Le problème de l'insécurité, est-ce que nous, par exemple, en France, mais par exemple, est-ce que le problème de l'insécurité, on a déjà réglé ça? Il y a de la criminalité en France tous les jours. Hein? Il y a la criminalité chaque jour aux États-Unis. Il y a la criminalité chaque jour à Johannesburg. Mais là, c'est un pays qui est attaqué par les djihadistes, c'est différent. Non, c'est un pays qui est attaqué par les djihadistes. En réalité, même leur problème, leur violence communautaire, ce problème-là lié aux violences communautaires, est-ce que c'est déjà réglé? Même les djihadistes sont de nationalité française, non? Vous imaginez, est-ce que ces petits soucis-là, est-ce que c'est déjà réglé? Mais il croit que Assimi Goïta, il n'a pas la baguette magique en main. Donc, il ne peut pas, même si on lui donne 10 ans, du moment où ce sont les humains qui dirigent, les humains qui font les bas et bien sûr la terre, le problème de l'insécurité ne sera pas réglé. Il n'a pas les couilles nécessaires pour pouvoir gérer la situation. Moi, on lui conseillerait simplement de fléchir, de s'avouer vaincu, qui se reconnaissent trop petits face à la CEDEAO, face à 14 pays. Et puis, on va l'aider. Le problème, ce n'est pas la France. La France va partir, mais la France ne part pas, en fait. Concrètement, Jérôme Soussou, que dit le nouveau projet de la charte de la transition? De toute façon, vous vous rappelez que avant la première... Enfin, c'est des discussions entre Maliens et Maliennes qui ont abouti à la première charte. Et aujourd'hui... Pas tous les Maliens et Maliennes. De toute façon. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec 18 mois, la charte est caduque. Et donc, Assimi Goïta se dit, mais comme la charte, là, la première, elle est caduque, 18 mois, je crois que les 18 mois sont déjà passés. Et donc, il faut refaire une nouvelle charte. Et la nouvelle charte, ça prendra en compte la durée que la jeune va faire au pouvoir. C'est 5 ans, selon vous? Oui, mais c'est de ça qu'il s'agirait en réalité. C'est de ça qu'il s'agirait en réalité. Et donc, aujourd'hui,
si bien même il est vrai qu'il y a certains partis politiques ou il y a certains personnages politiques qui ne sont pas d'accord avec le projet, mais la grande partie, la grande majorité des Maliens sont d'accord avec Goïta. Vous pensez que C'est qui Jérôme appelle grande majorité? Non, mais moi, j'ai lu... Les réseaux sociaux, peut-être. Non, mais du tout. Moi, j'ai lu... Il y a 15 000 personnes qui ont marché. Non, moi, je veux même pas parler de la marche. Moi, j'ai lu des déclarations faites ici, par là. Par les analystes politiques. Par des analystes politiques, par les personnages politiques maliens. Et donc, c'est sur ça que moi, je me base pour dire... Mais si on dit qu'il y a seulement quelques personnages politiques qui ne sont pas d'accord avec le projet, cela veut dire que la majorité... Quelques, c'est 100 partis politiques, hein. Plus de 100 partis. Oui, mais on dit quelques... Mais s'il y a plus de 100 partis politiques, et on dit il y a quelques personnages politiques qui ne sont pas d'accord, cela veut dire que la majorité remporte sur la minorité. Si même au Togo, la minorité remporte sur la majorité, donc de toute façon, moi je dis que il faut toujours faire un tour au Togo. Mais bien sûr, je suis togolais, je vis au Togo et je connais. J'en viens. Et donc, moi, je dis que ça profiterait de toute façon aux Maliens si ils sont ensemble pour faire leurs choses. Et ça profiterait peut-être à la CEDEAO, à la France, si les Maliens se divisent. Si les Maliens se divisent sur leurs choses. Parce que je dis... chez nous, ils n'ont pas provoqué la division. Mais avec ce que je viens de dire là, ce que je venais de dire, qu'il y a quelques têtes ou une minorité qui n'est pas d'accord avec le nouveau projet, c'est-à-dire la nouvelle charte, cela veut dire qu'il y a déjà un début de division qui, en tout cas, va permettre à la France ou à la CEDEAO d'enraciner leur position. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis qu'en réalité, tout ce qui se fait là-bas, ça profiterait aux Maliens qu'aux Français. Maintenant, si les Maliens veulent que ça profite à la CEDEAO, que ça profite, comment appelle-t-on, à la France, tant mieux. Moi, je ne suis pas malien, mais ce que je comprends, c'est que il faut être solide pour réussir à ce que... C'est vrai même que si... C'est vrai ce que disait Antoine Firmin, que le Mali va avoir des problèmes économiques, machin. Vous pensez que c'est faux? Je dis que je suis d'accord avec lui que, bon, peut-être le Mali va avoir des situations inconfortables économiquement. Mais peut tenir. Mais ça peut tenir. Moi, je peux encore faire un rapprochement. On avait coupé la coopération. Si vous le permettez, rapprochement encore avec le Togo, bien sûr, la coopération. bien sûr. On marque la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite de l'émission.